Tu n'es qu'un vulgaire déchet sans aucune valeur, et mon fils mérite bien mieux que toi, a déclaré Bernard, sa voix résonnant à travers toute la salle à manger comme une gifle. Je suis resté figé à la table en acajou, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, tandis que les 23 membres de la famille se tournaient pour me dévisager dans un silence stupéfait. Le lustre au-dessus de nous projetait des ombres dures sur le visage marqué par le temps de Bernard, rendant son mépris encore plus sévère. Vous avez tout à fait raison, monsieur, ai-je répondu doucement, en reposant ma fourchette avec un soin délibéré. Ma voix n'a pas tremblé, bien que mon cœur tambourinait contre mes côtes. J'y ai plié ma serviette, elle est placée à côté de mon assiette de bœuf bourguignon à laquelle je n'avais pas touché, et je me suis levé avec grâce. Je vous demande pardon? Le silence s'est étiré comme un fil tendu pendant que je récupérais mon sac à main sur la console. Sylvie, la femme de Bernard, avait l'air mortifiée. Le visage de mon mari, Hugo, était devenu livide, et ses sœurs fixaient leurs assiettes comme si elles étudiaient les motifs de la porcelaine. Même le plus jeune des cousins avait cessé de bavarder, ressentant l'atmosphère toxique qui venait soudainement d'empoisonner ce qui aurait dû être la célébration du 65e anniversaire de Bernard. Camille, attends, m'a interpellé Hugo. Mais je marchais déjà vers la porte des entrées de l'imposante demeure bourgeoise que Bernard avait achetée il y a 15 ans. Cette même maison que j'y avais secrètement aidé à financer par le biais de ma société des investissements. Il n'avait évidemment aucune idée que l'investisseur anonyme qui soutenait ses projets immobiliers était assis juste là, à sa table. En sortant dans la fraîcheur de cette soirée d'octobre à Lyon, j'y ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro de mon avocate. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Bernard avait passé toute la soirée à se vanter de son dernier projet de promotion immobilière, un complexe à usage mixte de 15 millions d'euros dont la première pierre devait être posée lundi prochain. Il ne se doutait pas une seule seconde que sa belle-fille, ce « déchet sans valeur », était l'investisseur principal finançant ses rêves de grandeur. « Allô, Valérie ?» ai-je dit lorsque mon avocate a décroché. « C'est Camille. J'y ai besoin que tu rédiges des avis de retrait pour le projet immobilier des Rives de Confluence. Tous les financements, tous les partenariats, tout. Je veux qu'ils soient envoyés à la première heure demain matin. » J'y ai fait une pause, observant par la fenêtre de la salle à manger Bernard gesticuler frénétiquement, expliquant probablement à tout le monde pourquoi je méritais son humiliation publique. « Tu es sûr de toi, Camille? C'est un investissement colossal à retirer, m'a averti Valérie. J'y ai souri d'un air sombre en montant dans ma Porsche Taycan. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Bernard Mercier vient de me traiter de vulgaire déchet devant toute sa famille. Il est temps de lui montrer exactement ce que vaut ce déchet. La satisfaction qui m'envahissait me semblait dangereuse et enivrante. La journée de demain allait être très intéressante. Je m'appelle Camille Laurent et j'y ai 32 ans. Il y a 3 ans, j'y ai épousé Hugo Mercier, pensant rejoindre une famille aimante. Au lieu de cela, j'y ai découvert que Bernard Mercier, mon beau-père et dirigeant de Mercier Promotion, était l'un des hommes les plus arrogants que j'y ai jamais rencontrés. Il possédait plusieurs propriétés commerciales à travers l'agglomération lyonnaise et se considérait comme un magnate de l'immobilier, bien que ses projets récents battaient de l'aile jusqu'à ce qu'un investisseur anonyme commence à le soutenir il y a 18 mois. Ce que Bernard ignorait, c'est que son sauveur anonyme était Crystalia Investissement, la société des investissements que j'y avais bâtie de zéro après avoir obtenu mon master à HEC Paris. Je m'étais spécialisé dans les investissements stratégiques en immobilier des entreprises et ma société gérait plus de 50 millions d'euros d'actifs. Quand Hugo et moi avons commencé à sortir ensemble, j'y ai gardé ma vie professionnelle totalement séparée de notre relation. Hugo savait que je travaillais dans la finance, mais il supposait que je n'étais qu'une analyste de plus dans une grande entreprise. L'ironie était délicieuse. Bernard me faisait constamment la morale sur la nécessité de trouver un vrai travail et de contribuer de manière significative à la société. Il n'avait aucune idée que la société de sa belle-fille rachetait discrètement des biens immobiliers en difficulté dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, les rénovait et les revendait avec de confortables bénéfices. Plus important encore, il ne se doutait pas que lorsque sa propre société de promotion immobilière perdait de l'argent à vue d'œil il y a 2 ans, Crystalia Investissement était intervenu en tant qu'investisseur anonyme pour le maintenir à flot. L'obsession actuelle de Bernard était le projet des Rives de Confluence, un complexe comprenant des appartements de luxe, des espaces commerciaux et des bureaux dans le quartier moderne de Lyon. Le projet nécessitait des importants capitaux, des permis de construire complexes et des partenariats avec de multiples entrepreneurs et les autorités locales. Depuis 1 an,
il se vantait auprès de quiconque voulait l'entendre de la façon dont il avait attiré cet investisseur mystérieux qui croyait en sa vision. Cet investisseur mystérieux, c'était moi. Par l'intermédiaire de ma société, j'y avais fourni 2,3 millions d'euros de financement, obtenu les permis nécessaires grâce à mes relations à l'urbanisme de la ville, et organisé des partenariats avec 3 grandes entreprises de construction qui travaillaient régulièrement avec Crystalia Investissement. Bernard pensait que son charme et son sens des affaires avaient attiré cet investisseur. En réalité, j'y avais discrètement étudié ses projets, vu leur potentiel, et décidé que le soutenir serait rentable pour mon portefeuille. Hugo avait été tenu complètement dans l'ignorance de mon implication dans les affaires de son père. Je savais que Bernard n'accepterait jamais l'aide de sa belle-fille, surtout de la part de quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à son statut social. J'y ai donc maintenu la façade de la simple femme au foyer tout en gérant secrètement des millions d'euros d'investissement depuis mon bureau à domicile. L'arrangement avait parfaitement fonctionné jusqu'à ce soir. La pose de la première pierre du dernier projet de Bernard était prévue pour lundi, et il avait invité toute la famille pour célébrer sa réussite. Il avait même préparé un discours pour remercier son mystérieux investisseur, sans jamais imaginer qu'elle était assise juste en face de lui, endurant ses insultes désinvoltes et ses remarques condescendantes sur les femmes qui ne comprenaient rien aux affaires. Maintenant, alors que je conduisais pour rentrer chez moi à travers les rues tranquilles de Lyon, je sentais une satisfaction sauvage gonfler dans ma poitrine. Bernard allait apprendre une leçon très coûteuse sur le respect des autrui. Le lendemain matin s'est levé gris et pluvieux. Un temps des automnes lyonnais typiques qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'y étais installé dans mon bureau à domicile dès 7 heures du matin, un café à la main, en train d'examiner les documents financiers qui allaient détruire le monde de Bernard. Valérie avait agi vite. Les avis de retrait étaient rédigés et prêts à être envoyés. Tout ce que j'y avais à faire, c'était de lui donner l'autorisation finale. Mon téléphone a vibré avec un texto de Hugo, « Je suis tellement désolé pour hier soir. Papa a complètement dépassé les bornes. Est-ce qu'on peut parler ?» J'y ai fixé le message pendant un long moment. Hugo était un homme bien, pris au piège entre la loyauté envers sa famille et l'amour pour sa femme. Il ne savait sincèrement rien de mes affaires avec son père, et j'y avais prévu de garder les choses ainsi indéfiniment. Mais la cruauté de Bernard avait tout changé. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être effacées. « Je vais bien », ai-je répondu en tapant. Arrivé tôt au travail, on en parle ce soir. Le travail. Si Hugo savait seulement que mon travail était sur le point de réduire à néant l'empire immobilier de son père. J'y ai ouvert mon ordinateur portable et affiché le dossier de Mercier Promotion. Les chiffres étaient stupéfiants. La société de Bernard était endettée jusqu'au cou sur le projet de la Confluence. Sans le soutien de Crystalia, il ne perdrait pas seulement ce développement. Il ferait face à la faillite. Toutes ses autres propriétés étaient engagées comme garantie pour des prêts qui partaient du principe que le projet de la Confluence fournirait les revenus nécessaires pour les rembourser. J'y ai repensé au visage de Bernard la nuit dernière. La façon dont il m'avait regardé avec un tel mépris en me traitant de déchet sans valeur. La façon dont toute la famille avait observé dans un silence gêné pendant qu'il m'humiliait publiquement. La façon dont il avait passé des mois à se vanter de son génie des affaires tout en dépendant secrètement de mon argent pour financer ses rêves. À 9h30, j'y ai appelé Valérie. « Envoie les avis », ai-je dit simplement. « Tous ?» Chaque document. Je veux que Bernard Mercier reçoive 3 messages simultanément à exactement 10 heures. Premièrement, son avocat doit recevoir l'avis de retrait des investissements. Deuxièmement, je veux que Hugo reçoive un SMS expliquant que je suis l'investisseur que son père encense depuis des mois. Troisièmement, Bernard reçoit un SMS de ma part qui dit simplement « Il ne faut pas jouer avec les déchets. Camille, cela va complètement détruire son entreprise. Es-tu vraiment sûr de toi ?» J'y ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ligne des horizons de la ville, pensant à toutes ces nuits passées à analyser les projets de Bernard, aux recherches minutieuses que j'y avais effectuées pour m'assurer que mes investissements profiteraient à la fois à son entreprise et à mon portefeuille, au respect que je n'avais jamais reçu malgré le fait que je maintenais littéralement son entreprise à flot. Valérie, Bernard Mercier a passé la soirée d'hier à expliquer à toute sa famille pourquoi son fils méritait mieux que moi. Je pense qu'il est temps qu'il découvre exactement ce qu'il est en train de perdre. J'y ai fait une pause, sentant le poids de la décision s'installer autour de moi comme une armure. Envoie les messages à 10 heures précises. Voyons voir combien vaut vraiment un déchet. À 10 heures tapantes, j'y étais assise dans mon fauteuil de bureau,
regardant l'horloge de mon écran des ordinateurs passer à l'heure fatidique. Mon téléphone est resté silencieux, mais je savais que à l'autre bout de la ville, le monde de Bernard commençait à imploser. Je l'imaginais dans son bureau, probablement en train de revoir les calendriers de construction et de se féliciter de son génie commercial, totalement inconscient que 3 messages dévastateurs atterrissaient dans diverses boîtes de réception à cet instant précis. Mon propre téléphone est resté silencieux pendant exactement 7 minutes. Puis Hugo a appelé. Camille. Sa voix était haletante, presque frénétique. Je viens de recevoir le SMS le plus insensé qui soit. Il dit que tu es l'investisseur anonyme avec qui papa travaille. Ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, me sentant remarquablement calme. Pourquoi est-ce impossible, Hugo? Parce que cet investisseur a mis plus de 2 millions d'euros dans les projets de papa. Tu travailles pour une société financière. Tu ne peux pas avoir ce genre d'argent. Il est sais-tu et je pouvais entendre le bruit de la circulation en arrière-plan. Camille, je t'en prie, dis-moi que c'est une sorte d'erreur. Ce n'est pas une erreur. J'y ai gardé une voix douce mais ferme. Hugo, je suis la propriétaire de Crystalia Investissement. Je dirige ma propre société des investissements depuis 5 ans. Les projets de promotion de ton père font partie de mon portefeuille depuis 18 mois. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'y ai cru que la communication avait été coupée. Finalement, Hugo a murmuré, tu as soutenu l'entreprise de papa pendant tout ce temps. Financièrement, oui. J'y ai vu le potentiel de ces projets et j'y ai décidé que c'était de bons investissements. Ton père n'a jamais rien su parce que j'y ai gardé mon implication anonyme par le biais de mon entreprise. Je pensais que ce serait plus simple ainsi. Mon Dieu, Camille. Papa a passé toute la soirée d'hier à se vanter de son mystérieux investisseur. Il n'arrêtait pas de dire que cette personne avait de la vision et comprenait l'immobilier de qualité. La voix de Hugo s'est légèrement brisée. Il parlait de toi. Pendant tout ce temps, il te couvrait des éloges sans le savoir. Je me suis levé et j'y ai marché jusqu'à ma fenêtre, observant les toits de Lyon. C'est là toute l'ironie, n'est-ce pas? Bernard a passé des mois à dire à tout le monde à quel point son investisseur était brillant et visionnaire, tout en traitant la femme de cet investisseur comme une moins que rien lors des dîners de famille. Camille, que est-ce que tu as fait? Ce SMS parlait des avis de retrait. Mon téléphone a vibré avec un autre appel. Le nom de Bernard est apparu sur l'écran. Hugo, ton père m'appelle. Je crois qu'il vient de comprendre ce qui s'est passé. Ne réponds pas. S'il te plaît, parlons-en dès à bord. Mais je déclinais déjà l'appel de Bernard et ouvrais mon ordinateur portable pour consulter mes emails. Effectivement, il y avait un message affolé de l'avocat de Bernard, suivi de 2 autres de Bernard lui-même, tous plus désespérés les uns que les autres. Hugo, ton père est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur le respect. Le projet des rives de Confluence est mort. Sans mon financement, il ne peut pas honorer ses remboursements de prêts. Ses autres propriétés vont faire l'objet de saisies immobilières d'ici 60 jours. J'y ai fait une pause, laissant le poids de la nouvelle s'installer. Le déchet qu'il a humilié hier soir était la seule chose qui empêchait son empire commercial de s'effondrer. Camille, c'est mon père. Tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi? Continuer à soutenir financièrement un homme qui aime à traiter de déchets sans valeur devant toute ta famille. Continuer à le laisser s'attribuer le mérite d'un succès bâti sur mon argent pendant qu'il me traite comme si j'y étais indigne de son attention? Ma voix s'est durcie. Hugo, je t'aime, mais je ne me laisserai pas insulter et dégrader par quelqu'un qui vit littéralement sur le dos de mes investissements. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était un texto de Bernard. Il faut qu'on se parle immédiatement. Il y a un malentendu. J'y ai montré le message à Hugo pendant notre appel vidéo. Il n'y a aucun malentendu, Hugo. Ton père m'a montré exactement ce qu'il pense de moi. Maintenant, je lui montre exactement ce que je pense de lui. 20 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte avec fracas sans que l'on frappe. Bernard se tenait là, le visage congestionné, ses cheveux argentés des ordinaires si parfaits en complet désordre. Derrière lui, elle est mortifiée, se tenait Hugo. J'y ai essayé de l'arrêter, a dit faiblement Hugo. Bernard a foncé vers mon bureau, les yeux fous de panique et de rage. C'est impossible. Tu ne peux pas être Crystalia Investissement. C'est un fonds d'investissement majeur.
J'y ai désigné la chaise en face de mon bureau. Je vous en prie, asseyez-vous, Bernard. Ou préférez-vous que je vous appelle Monsieur Mercier, puisque nous sommes apparemment en train de faire des affaires maintenant? Il est resté debout, les mains agrippées au dossier de la chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Camille, il doit y avoir une explication. Tu es une femme au foyer. Tu n'as pas des millions d'euros. J'y ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers lui, affichant le site web de Crystalia Investissement où ma photo et ma biographie étaient affichées en évidence. Bernard, voici Camille Laurent, présidente directrice générale et fondatrice de Crystalia Investissement. Je gère des portefeuilles des investissements d'une valeur de plus de 50 millions d'euros depuis que j'y ai obtenu mon diplôme à HEC Paris avec mon master en finance des entreprises. Son visage est passé par plusieurs nuances de pâleur pendant qu'il fixait l'écran. Ça ne peut pas être vrai. Oh, c'est très vrai. Voudriez-vous voir les registres des investissements? Je peux vous montrer exactement où en serait votre entreprise sans mon financement. J'y ai cliqué sur plusieurs écrans, lui montrant des tableurs et des projections financières. Votre entreprise perdait de l'argent sur chaque projet jusqu'à ce que Crystalia intervienne. Nous avons fourni le capital, les permis, les relations avec les entrepreneurs, et les contacts à l'urbanisme de la ville qui ont rendu votre récent succès possible. Bernard s'est effondré sur la chaise, son arrogance se fissurant enfin. Mais tu n'as jamais rien dit lors des dîners de famille. Tu restais juste assise là. Je restais assise là et je vous écoutais me faire la morale sur le fait de trouver un vrai travail. Je restais assise là pendant que vous me disiez que je devais contribuer de manière significative à la société. Je restais assise là pendant que vous vous vantiez de votre génie des affaires et de votre mystérieux investisseur qui avait une si grande vision. Je me suis penché en avant. Bernard, j'y étais assise là à financer tout votre style de vie pendant que vous me disiez que je ne valais rien. Hugo, qui était resté près de la porte dans un silence abasourdi, a fini par prendre la parole. Papa, Camille soutient ton entreprise depuis plus d'1 an. Chaque succès que tu as eu récemment, chaque projet dont tu t'es vanté, tout cela a été possible grâce à son argent. Bernard a regardé tour à tour nos visages, son expression étant un masque de confusion et d'horreur grandissante. Le projet dérive de Confluence. Mort, ai-je dit simplement. J'y ai retiré tous les financements ce matin. Vos entrepreneurs ont reçu des avis des annulations il y a 1 heure. Le service de l'urbanisme a été informé que Crystalia Investissement ne soutient plus le projet, ce qui signifie que vos permis de construire accélérés sont caducs. Camille, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. J'y ai des contrats, des engagements. La pose de la première pierre est lundi. Je me suis levé et j'y ai contourné mon bureau pour lui faire face directement. Bernard, hier soir, vous m'avez traité de vulgaire déchet devant toute votre famille. Vous avez déclaré que votre fils méritait mieux que moi. Vous m'avez humilié publiquement et vous vous attendiez à ce que je l'accepte sans broncher. J'y ai fait une pause, regardant son visage se décomposer alors que toutes les implications le frappaient. Eh bien, votre fils mérite effectivement mieux. Mieux qu'un père qui ne réalise pas que sa belle-fille maintient son entreprise à flot pendant qu'il la traite comme une moins que rien. Le téléphone de Bernard s'est mis à sonner sans arrêt. Ce sont probablement vos autres entrepreneurs, ai-je indiqué d'un ton serviable. Les nouvelles vont vite dans le secteur du bâtiment quand un projet majeur est annulé. Vous devriez répondre. Ils vont vouloir savoir ce qu'il en est de leur paiement. Au cours des 3 heures qui ont suivi, le bureau de Bernard est devenu l'épicentre d'une catastrophe financière qui s'est propagée comme une traînée de poudre dans le milieu de la promotion commerciale lyonnaise. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des entrepreneurs exigeaient le paiement du matériel déjà commandé. Des responsables de la mairie remettaient en question les demandes de permis. De potentiels locataires s'enquéraient des contrats de location qui ne pourraient plus être honorés. Hugo est resté affalé sur une chaise dans un coin, regardant l'empire de son père s'effondrer en temps réel. Je suis resté à mon bureau, répondant calmement aux emails des autres clients pendant que Bernard faisait les 100 pas frénétiquement, prenant des appels téléphoniques de plus en plus désespérés. « Comment ça ?» disait-il dans son téléphone. « Non, c'est impossible. Nous avions un échéancier de paiement. » Il a raccroché et a immédiatement composé un autre numéro. « Avouez, c'est Bernard Mercier. J'y ai besoin de connaître mes recours juridiques pour forcer un investisseur à honorer ses engagements. » J'y ai levé les yeux de mon ordinateur. Bernard, vous devriez peut-être vous épargner des frais des avocats. Mes contrats avec Mercier Promotion incluent des clauses de retrait standard.
Tout ce que j'y ai fait ce matin est tout à fait légal. Il a cessé de faire les 100 pas et m'a fixé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Tu as planifié tout ça. Tu préparais ça depuis des mois. En réalité, j'y avais prévu de poursuivre notre relation commerciale indéfiniment. Vos projets étaient rentables, et je croyais en leur potentiel. J'y ai fermé mon ordinateur portable et lui ai accordé toute mon attention. Bernard, je n'ai pris la décision de retirer mon soutien que à exactement 22h07 la nuit dernière. Que s'est-il passé à 22h07 ? C'est l'heure à laquelle vous avez fini d'expliquer à toute votre famille pourquoi j'y étais un déchet et pourquoi votre fils méritait mieux que moi. C'est à ce moment-là que j'y ai réalisé que continuer à soutenir quelqu'un qui me méprisait à ce point était une mauvaise affaire. Hugo a fini par prendre la parole depuis son coin. Papa, est-ce que tu comprends ce que tu as fait ? Camille n'était pas un investisseur pris au hasard. C'était la famille. Elle soutenait tes rêves pendant que tu la traitais comme si elle n'était rien. Le téléphone de Bernard a de nouveau sonné. Cette fois, lorsqu'il a répondu, son visage est devenu complètement blanc. Que voulez-vous dire ? Une procédure de saisie immobilière ? J'y ai 60 jours pour régulariser le défaut de paiement. Il a écouté pendant plusieurs minutes, puis a lentement raccroché. Votre principal créancier, ai-je demandé. Il a hoché la tête, hébété. Mercier Promotion avait utilisé le projet des rives de Confluence comme garantie pour des prêts sur 3 autres propriétés. Sans ce projet, la banque exige le remboursement immédiat de tous les prêts. J'y ai ressenti une étincelle de ce qui aurait pu être de la compassion, mais elle est vite morte en me rappelant le regard de dégoût sur son visage lorsqu'il m'avait traité de déchet. Bernard, la structure financière de votre entreprise était fondée sur l'hypothèse que mon investissement se poursuivrait sur le long terme. Quand on retire les fondations, c'est tout l'immeuble qui s'effondre. Camille, s'il te plaît. Je vais m'excuser auprès de la famille. Je vais arranger les choses. Vous vous excuserez parce que votre entreprise fait faillite, pas parce que vous me respectez réellement. Ce n'est pas la même chose. Je me suis levé et j'y ai rassemblé mes affaires. Bernard, vous avez passé des mois à dire aux gens que votre investisseur anonyme était brillant, visionnaire et comprenait l'immobilier de qualité. Vous avez loué l'instinct des affaires et la perspicacité financière de cette personne. Vous n'avez pas envisagé une seule seconde que la femme que vous rejetiez comme un moins que rien lors des dîners de famille pouvait être cette même personne. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Au fait, vous devriez savoir que me retirer des projets de Mercier Promotion libère un capital important pour des autres investissements. Je rencontre 3 nouvelles sociétés de promotion immobilière la semaine prochaine. Le marché de l'immobilier des entreprises lyonnais est en plein essor, et il y a beaucoup de promoteurs qui comprennent l'importance de traiter leurs investisseurs avec respect. Le téléphone de Bernard sonnait de nouveau alors que je quittais son bureau, Hugo sur mes talons. 2 semaines plus tard, j'y étais assise dans mon café préféré de la presqu'île, en train de lire l'article en première page du journal Les Échos sur l'effondrement spectaculaire de Mercier Promotion. Le gros titre annonçait « Un promoteur local dépose le bilan après le retrait de son investisseur mystère ». L'article détaillait comment l'entreprise de Bernard était passée du statut des étoiles montantes de Lyon à la ruine financière totale en seulement 14 jours. Hugo s'est glissé sur le siège en face de moi, elle est épuisée mais soulagée. Le dépôt de bilan est officiel. Papa a tout perdu. L'immeuble de bureau, les propriétés locatives, et même la maison. Comment le vit-il ? Mal. Il continue d'insister sur le fait que tout ceci n'est qu'un malentendu. Que tu reviendras une fois que tu auras fait passer ton message. Hugo a secoué la tête. Il ne comprend toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Hier, il m'a demandé si je pouvais te convaincre de prendre un café avec lui pour qu'il puisse t'expliquer pourquoi la famille a besoin que tu reviennes sur ta décision. J'y ai failli m'étouffer avec mon grand crème. Il veut m'expliquer pourquoi la famille a besoin de moi après m'avoir traité de déchet sans valeur. Camille, je crois que dans son esprit, tu n'as jamais vraiment été l'investisseur. Tu n'étais que la femme des Hugo qui se trouvait être la propriétaire de l'entreprise qui investissait. Il n'arrive pas à concevoir que tu aies personnellement pris toutes ces décisions commerciales. J'y ai regardé par la fenêtre vers le chantier où le projet de la Confluence aurait dû être lancé. Au lieu de cela, ce n'était plus qu'un terrain vague avec un panneau « Projet suspendu ». 3 autres promoteurs m'avaient déjà contacté pour des éventuels partenariats sur des projets similaires. L'échec de Bernard était devenu mon opportunité. Hugo,
ton père aime à traiter de déchets devant 23 membres de la famille. Puis, quand son entreprise a commencé à s'effondrer, il s'attendait à ce que je mette mes sentiments personnels de côté et que je continue à financer ses rêves parce que la famille avait besoin que je le fasse. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui me respecte en tant que personne ou à quelqu'un qui veut juste avoir accès à mon argent? Hugo est resté silencieux pendant un long moment. La famille commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Sylvie a appelé hier pour s'excuser. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée que tu étais l'investisseur que papa vantait sans cesse. J'y ai eu un sourire amer. Bernard va avoir tout le temps de réfléchir à la notion de respect maintenant. Les répercussions sociales pour Bernard se sont révélées encore plus dévastatrices que son effondrement financier. Le bruit a vite couru dans le milieu des affaires lyonnais que Bernard Mercier avait publiquement insulté et humilié son principal investisseur sans connaître son identité. L'histoire est devenue une leçon de morale lors des soirées de réseautage du secteur, le parfait exemple montrant que traiter tout le monde avec respect n'était pas seulement moralement juste, mais que c'était aussi une bonne stratégie commerciale. Plusieurs partenaires potentiels qui avaient envisagé de futurs accords avec Bernard ont discrètement retiré leur intérêt. Personne ne voulait travailler avec quelqu'un qui avait fait preuve de telles erreurs de jugement. Le fait qu'il ait traité sa propre belle-fille de déchet alors qu'elle finançait secrètement toutes ses opérations le faisait paraître à la fois cruel et incompétent. Les tentatives de Bernard pour se reconstruire ont été entravées par sa réputation. Chaque réunion commençait par des questions embarrassantes sur l'affaire Cristallia Investissement. Les investisseurs potentiels voulaient savoir comment il avait pu ne pas reconnaître son principal bailleur de fonds et s'il était digne de confiance pour maintenir des relations professionnelles à l'avenir. 6 mois après ce dîner de famille désastreux, Hugo et moi avons assisté au mariage de son cousin, l'un des rares événements familiaux où Bernard n'était pas présent. Sylvie Mercier s'est approchée de moi pendant la réception, elle est sincèrement pleine de remords. Camille, je voulais que tu saches à quel point je suis désolé pour cette soirée. Bernard a eu tout faux et la famille le sait maintenant. Nous savons aussi que tu as fait preuve d'une incroyable générosité en soutenant son entreprise pendant si longtemps. J'y ai accepté ses excuses avec grâce, mais les dommages causés aux relations familiales étaient permanents. Bernard avait révélé sa véritable nature ce soir-là, et ses tentatives ultérieures pour me reconquérir étaient motivées par le désespoir financier plutôt que par un respect sincère. Le déchet qu'il avait si cruellement rejeté s'était révélé avoir plus de valeur que tout son empire commercial. Cette leçon le poursuivrait pour le reste de sa carrière. La vie de Bernard Mercier ne s'est jamais remise de la cascade des échecs qui a suivi sa décision de m'humilier publiquement. La faillite a détruit non seulement son entreprise, mais aussi sa réputation dans le milieu de l'immobilier lyonnais, où il est devenu connu comme l'homme qui avait traité son investisseur anonyme de déchets sans valeur et qui avait tout perdu en conséquence. Son mariage avec Sylvie a volé en éclats sous le poids du stress financier et de l'humiliation sociale, et ses relations avec ses enfants ont été définitivement brisées lorsqu'ils ont appris qu'il avait survécu grâce à l'argent de la belle-fille qu'il avait si violemment attaquée. Ses tentatives pour lancer de nouvelles entreprises ont échoué à plusieurs reprises, car les partenaires et investisseurs potentiels remettaient en question son jugement et son caractère, le contraignant à travailler pour des autres promoteurs à des postes subalternes. Une chute humiliante pour quelqu'un qui avait autrefois possédé de multiples biens immobiliers et forcé le respect dans toute la ville. Son isolement s'est aggravé à mesure que des anciens amis et associés prenaient leur distance par rapport à l'exemple cuisant qu'il était devenu. Alors que je signais les contrats pour ma dernière acquisition, un complexe de bureaux au cœur de Lyon destiné à accueillir 3 entreprises technologiques en pleine croissance, j'y ai pensé à la façon dont la cruauté de Bernard m'avait finalement libéré du fardeau de soutenir quelqu'un qui confondait ma générosité avec de la faiblesse. La vengeance avait été parfaite, non pas parce que je l'avais prémédité, mais parce que j'y avais simplement cessé d'aider quelqu'un qui ne me valorisait pas, laissant les conséquences naturelles révéler la véritable valeur de son caractère et de son sens des affaires. Parfois, la réponse la plus puissante au fait d'être traité de déchets est simplement de s'en aller et de laisser les gens découvrir ce qu'ils ont réellement jeté à la poubelle.